Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à un roman anglais, Vathek, de William Beckford, publié pour la première fois en 1786. Alors, peut-être que l'un d'entre vous connaissent ce roman parce qu'il va avoir une influence très importante sur le développement d'abord du genre gothique, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et ensuite du genre fantastico-horrifique, à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Des auteurs comme Edgar Allan Poe ou Howard Philip Lovecraft vont en faire un de leurs livres de chevet. C'est particulièrement sensible chez Lovecraft, j'ai presque eu le sentiment d'ailleurs de lire un Lovecraft en lisant Vathek. Des poètes également symbolistes vont beaucoup s'inspirer de Vathek, et ce n'est pas un hasard si Stéphane Mallarmé va préfacer une réédition du livre dans les années 1890. Longuement préfacé d'ailleurs, quasiment aussi long que le roman, donc sacrée préface. Donc un roman qui va avoir une influence importante sur la littérature mondiale et qui est la seule œuvre de fiction de son auteur. William Beckford ne va pas effectivement percer dans les lettres. Il écrit ce roman très jeune, il a 20 ans il me semble, et il va ensuite principalement mener sa carrière, une carrière politique, et écrire des relations de voyage et de la critique d'art. Mais il ne va pas se consacrer davantage au récit de fiction. Vathek va être sa seule œuvre de fiction. Mais quelle œuvre! Donc c'est un ouvrage qui va être écrit en français. L'auteur est anglais, mais il est écrit en français, dans un excellent français d'ailleurs, à faire pâlir pas mal d'auteurs contemporains français pour le coup. Mais il va être publié pour la première fois en anglais. Un sort atypique, puisque en fait Beckford avait un ami, Samuel Henley, qui va traduire l'ouvrage et qui va le publier contre l'avis même de son auteur en anglais. Et la parution française se fera quelques mois plus tard, en 1786, se fera quelques mois plus tard. Donc l'ouvrage lui est écrit dans les années 1782-1783 et il est publié quelques années plus tard en 1786. Donc voilà pour la petite présentation quand même du livre et pour la petite présentation de son auteur. Et maintenant il convient de venir bien au sujet du livre lui-même. Vathek, qui est en fait le personnage éponyme, c'est le héros du livre, c'est un calife abbasside. Donc on est en Égypte, mais dans l'Égypte musulmane, et Vathek est en fait sous-titré Conte arabe, puisque le roman, même s'il va poser, on va dire, des éléments du roman gothique, même s'il va avoir une influence importante dans le genre fantastico-horrifique, eh bien, se présente comme un conte, voilà. Un conte arabe, puisqu'on est dans l'Orient. William Beckford était très versé dans la littérature orientale et dans la littérature arabe en particulier, donc il va bien sûr introduire beaucoup d'éléments de l'Orient magique dans son livre, notamment l'Orient des Mille et Une Nuits. On n'est pas du tout dans un Orient réaliste, dans un Orient historique, on est dans un Orient de fantaisie, un Orient magique, un Orient de contes de fées. Mais en guise de fées, eh bien on aura des démons. Voilà. Puisqu'en fait ce roman est ce conte romanesque, n'est pas du tout un conte de fées avec les codes que l'on a l'habitude de rencontrer, ou alors c'est un conte, on va dire, de l'ancien temps, un conte dramatique, parce qu'il est très très glauque, très poisseux, très sombre. On est vraiment dans un modèle du genre horrifique, très clairement, à plein d'égards. Vathek, c'est donc un calife abbasside. Il est riche, il est opulent, il a plein de défauts qu'ont beaucoup de grands seigneurs comme lui. Il est très porté sur les femmes, il a un harem pléthorique dont il ne sait d'ailleurs pas que faire. Il est avide de nourriture, il se fait servir 300 plats par jour, mais évidemment il picore dans chacun d'entre eux, et puis le reste poubelle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans plein de défauts, gourmandise, vous voyez, luxure, et tant d'autres. Et en même temps, il est aussi avide de savoir. C'est quelqu'un qui veut tout savoir, mais vous voyez, là encore une fois, dans l'excès, c'est-à-dire il y a un peu le côté hybris, c'est-à-dire vouloir savoir des choses que l'homme, à sa petite hauteur, n'a pas à savoir. Et donc il s'entoure de tous les sages qu'il peut, mais il n'aime pas être contredit. Donc en même temps, il s'entoure de sages et en même temps, il veut imposer sa vision des choses. Donc bien sûr il se fait construire une tour gigantesque pour atteindre les étoiles, mais bien sûr malgré toute la hauteur de sa tour, il n'arrive pas à les atteindre et il se sent un peu bête finalement d'être guère plus près des étoiles dans sa tour qu'au ras du sol, quoi. Mais voilà, ça, vous voyez, il est vraiment dans cette quête du savoir absolu, mais au point évidemment que ce soit un défaut, voilà, au point où il est prêt à tout sacrifier également pour ce savoir absolu.
Et donc, va se présenter un jour chez lui un Indien, voilà, un Indien vraiment laid, un hideux, vous voyez, je sais pas si ça se dit aujourd'hui, je sais pas si c'est très wok compatible, mais en tout cas c'est un Indien hideux. Il est présenté comme ça dans le livre, et en fait on comprend assez vite, heureusement le wokisme est sauf, on découvre assez vite que ce n'est pas un Indien, mais que c'est un djinn, donc un démon oriental, qui va apporter des cadeaux au calife, mais qui va également lui faire miroiter des richesses incommensurables et un savoir incommensurable. Mais pour cela, il va falloir que le calife accomplisse un certain nombre de volontés du djinn. Voyez. Et bien sûr, les volontés du djinn sont des volontés démoniaques, pas du tout louables. Donc il va falloir que le calife lui fasse des sacrifices humains, par exemple, notamment des sacrifices d'enfants, pour que le djinn lui ouvre les portes de son monde fantastique. Donc, sous l'impulsion de ses propres péchés, propres défauts, mais également sous l'impulsion de sa mère Catharis, qui est une sorte de sorcière très versée dans l'ésotérisme, le calife va accomplir les volontés du démon. Voilà. Donc tout le reste du roman va porter évidemment sur la chute petit à petit, la chute progressive du calife, c'est les accomplissements des volontés du démon, et bien sûr au fur et à mesure de ces accomplissements, le glissement du calife vers la damnation, à la nation éternelle. Mais échappera-t-il à son sort? Mystère. Donc voilà un peu comment se présente le livre. Alors il y a 3 mouvements vraiment dans le roman. La première c'est donc l'exposition, l'arrivée du djinn, et puis les premières on va dire volontés du djinn. Donc c'est une partie assez glauque, poisseuse véritablement, cauchemardesque. Ensuite il y a une partie centrale qui va se passer on va dire chez un sultan, un certain Fakhreddin. Donc le calife est en voyage, il s'apprête à se rendre là où le djinn l'appelle, donc aux portes de son royaume. Donc il est en voyage et à un moment donné il s'arrête chez un sultan qui se trouve là, Fakhreddin. Donc il va séduire la fille de Fakhreddin, etc. Donc il va se passer pas mal de rebondissements. Je vais pas m'attarder plus dessus que cela parce que vous le découvrirez bien en lisant l'ouvrage. Donc il y a la période effectivement. Le calife est chez Fakhreddin, et puis ensuite il y a une troisième partie, donc le calife arrive devant les portes du royaume du djinn. Alors en fait le djinn n'est qu'un serviteur de ce royaume, puisque le royaume est entre les mains d'un certain Eblis, qui est donc une sorte de divinité infernale orientale. Et donc le djinn, lui, n'est qu'un serviteur. En gros, il amène des gens à Iblis. Vous voyez, c'est un peu ça le concept. Et donc là, ça va se passer donc à l'entrée du royaume d'Iblis et puis dans le royaume d'Iblis. Mais là aussi, je vais pas en dévoiler plus long. Donc c'est les 3 grands mouvements dans le roman. Et alors, quel est mon point de vue sur ce roman? Eh bien, écoutez, très clairement, il est réussi. Voilà. Alors. C'est vrai, la partie centrale m'a à un moment donné un peu perdu, la partie chez Fakhreddin, parce que c'est une partie qui va être un peu longue, riche en descriptions, mais on n'a pas le sentiment qu'elles sont hyper utiles. La tonalité est clairement moins cauchemardesque que dans les 2 autres parties. Il y a des séquences même un petit peu bébête cucul à praline, on va dire, notamment à un moment donné vous avez un eunuque qui tombe dans un bain, et puis vous avez toutes les femmes du harem qui vont lui jeter leurs vêtements et qui va manquer de se noyer dans le bain, vous voyez, étouffé par les fringues. Il y a une séquence comme ça un petit peu atypique. Voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent dans cette partie-là. On sent que l'auteur s'est fait plaisir, voilà, à décrire des scènes orientalistes, mais qui n'ont pas forcément une incidence sur l'histoire et qui sont assez décousues par rapport à la tonalité globale du récit. Donc cette partie centrale m'a un peu perdu, elle était un peu lente, elle était molle, et j'étais, à ce moment, je me suis dit à ce moment-là, ah mince, on perd un peu le fil du propos. Heureusement, on va le retrouver dans la dernière partie, mais c'est vrai que là, on perd un peu le fil du propos. Il y a beaucoup de nouveaux personnages aussi qui nous sont introduits avec des noms compliqués. Ils ont tous des noms vraiment très très tortueux. C'est pas Mohamed ou Bilal, vous voyez, c'est pas des noms qu'on pourrait retenir. C'est vraiment des noms Mourakanabad, etc. Enfin des trucs pseudo-persans, vous voyez. Mais c'est vraiment des noms compliqués. Donc c'est pas facile à retenir. Et il y en a beaucoup qui nous sont introduits comme cela. Et on sait pas d'où ils viennent, vous voyez, il y a quelque chose de mince, on était avec des personnages et là on est coupé, voilà, dans notre élan par tous ces nouveaux arrivants. Mais évidemment, ça a une utilité pour la dernière partie malgré tout, donc quand on reprend le fil du propos après, on se dit bon, ça va, c'était pas si hors sujet que cela.
Mais quand même, il y a des séquences un peu hors sujet. Néanmoins, le roman, malgré, c'est vrai, ce creux de la vague là, dans le rythme, eh bien, reste tout à fait intéressant. D'abord, il est excessivement bien écrit. Hein, c'est un roman donc qui est écrit par un auteur anglais en français, et je peux vous dire que ça envoie du lourd. On sent que il a pas appris le français avec n'importe qui, quoi. Il a vraiment de la langue, du vocabulaire, et on sent aussi qu'il maîtrise bien évidemment le contexte orientaliste, parce que William Beckford était très versé donc dans la littérature arabe, hein, dans les contes orientaux, et donc il connaissait aussi très bien la culture orientale, les divinités orientales, et il met beaucoup de termes très précis dans son récit, ce qui nous donne d'ailleurs aussi une ambiance orientaliste très réussie. Le roman nous plonge vraiment dans un Orient magique, un Orient fantastique. Il y a des descriptions qui sont fabuleuses. Véritablement, le roman est très riche en descriptions, mais elles sont pas ennuyeuses. Hein. C'est vraiment des descriptions qui sont très belles, très évocatrices. Il y a des parfums, il y a des couleurs, il y a des sonorités. On est vraiment dans un bel Orient, vous voyez, magique, un Orient des mille et une nuits qui nous aurait constitué un Orient de conte. Hein. Il y a conte arabe, et cette image du conte, effectivement, est bienvenue parce qu'on est vraiment plongé dans un conte avec beaucoup de scènes totalement fantastiques, oniriques, et puis il y a un ton épique hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance épique, un souffle épique dans le récit qui est vraiment impressionnant. Notamment dans la première et la dernière partie. Hein. La dernière partie, c'est véritablement un climax hallucinant. Le monde d'Eblis, c'est vraiment fantastique, quoi. Il y a vraiment une plongée dans une sorte il y a des idées en plus qui sont hallucinantes. Enfin, l'auteur a vraiment une très grande imagination, et il y a des images d'une puissance incroyable. Vraiment, c'est hallucinant. Vraiment, rien que pour cela, j'invite à découvrir Vathek, parce que la dernière partie, dans le monde d'Eblis, c'est voilà, on en prend plein la vue, quoi. C'est décapant, quoi. Ça pourrait faire un super film, vraiment. Là, pour le coup, il y aurait voilà, s'il y a un réalisateur avec vraiment un sens de l'image qui a envie de s'emparer du livre, il faut absolument qu'il le fasse, parce que là, il y a une puissance dans ce récit qui est incroyable, avec des images incroyables. Donc c'est vrai qu'il y a le creux de la vague là au milieu, c'est un peu terne, mais pour le reste, et puis il y a l'ambiance cauchemardesque qui est parfaitement rendue. C'est-à-dire que l'auteur, il va hyper loin évidemment dans le glauque poisseux. Voilà, on sent que c'est un livre de jeunesse, et que l'auteur il se prend pas du tout la tête avec ce qu'on va penser de son bouquin. Vous voyez, donc il donne tout ce qu'il a. Donc il n'y a pas des descriptions, vous voyez, hyper sanglantes, etc. Hein, c'est pas du gore, mais il va très très loin, quoi, dans l'infanticide, dans les immolations. À un moment donné, vous avez la caravane, elle se fait attaquer par des bêtes sauvages de toute nature qui viennent mettre en morceaux tout le monde. Puis il y a des serpents qui se répandent dans la ville. Enfin, il y a plein de moments comme ça hyper. Enfin, en image, ça donnerait quelque chose de vraiment incroyable. Et dans le livre, déjà, on ressent excessivement bien le côté, effectivement, fantasmagorique et cauchemardesque. Hein. C'est vraiment Sodome et Gomorre, la ville. Hein. Et il y a vraiment un côté cauchemardesque, une ambiance cauchemardesque qui plane. On voit jamais le ciel bleu, vous voyez, sauf à certains moments dans la partie centrale. Mais sinon, on imagine toujours, vous voyez, un ciel bien lourd, bien pesant, puis une horizon un peu orangé, funeste, vous voyez. On sent vraiment la lourdeur infernale peser sur tout le livre. Donc, un roman... Ouais, on se croirait dans le pandémonium, vous voyez, la capitale des enfers. Bah là, il y a vraiment ça, c'est vraiment ça, une vraie description des enfers, tels qu'on pourrait se les imaginer, Donc un récit plein d'images incroyables, vraiment d'une tonalité onirique, magique, cauchemardesque, très très plaisante. C'est un roman prenant. Voilà, c'est un roman prenant. Et c'est un roman qui, malgré effectivement le poids des années, il y a un décalage. D'ailleurs, bon, faudra pas se mentir, c'est pas un livre à lire si on est progressiste, parce qu'il y a des terminologies qui sont un petit peu discriminantes, voyez, des choses parfois qui pourraient être choquantes. Mais malgré le décalage des années, c'est un roman qui reste, je trouve, très actuel, et la puissance des images le rend très cinématographique. Et d'ailleurs, je suis très étonné qu'aucun réalisateur ne se soit attaqué à ce morceau, parce que y a eu déjà une réalisation pour un autre roman gothique de la même époque, hein, Le Moine, qui est un petit peu dans le même style, enfin dans un autre genre, mais là aussi très glauque, très sombre. Mais il faudrait que quelqu'un adapte Vathek. Vraiment, il y a tout est là. À la fois la qualité narrative, la force des images, tout est là pour faire un excellent film fantastico-horrifique avec une tonalité épique comme
on n'en trouve plus de nos jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'auteurs qui sont capables d'aller puiser une force épique de la sorte. C'est véritablement une épopée, ouais. Cette descente aux enfers jusqu'à Eblis est assez incroyable. Et puis il y a des images, oui, c'est un peu comme chez Lovecraft, d'ailleurs je comparais avec Lovecraft, et Lovecraft s'est inspiré beaucoup de Vathek, et il y a des images très Lovecraftiennes, quand le portail d'ébène est censé, oui, s'ouvrir, à un moment donné, c'est des séquences dont on a du mal à les imaginer dans son esprit, vous voyez, on a du mal à visualiser comment ça peut se passer, ça, concrètement sur le terrain. Il y a un côté un peu abstrait, presque parfois, de certaines images, tellement elles sont poussées à l'extrême. À un moment donné aussi, vous avez le djinn, il se roule en boule et puis tout le monde commence à jouer au ballon avec le djinn. Et c'est assez incroyable, le djinn, ouais, toute la ville arrive, vous voyez, autour du djinn, et puis elle tape dans le ballon. C'est assez incroyable. Donc visuellement, on n'arrive pas toujours à imaginer comment ça se passe, et ça me fait un peu penser à Lovecraft, où parfois comme ça, on a des descriptions qui sont tellement étranges, tellement bizarres, que ça confine à l'abstraction, et qu'on se demande comment ça peut réellement se passer. Voilà. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Comme je disais, malgré cette partie centrale qui m'a un peu perdu, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, parce que c'est un roman plein d'imagination, plein d'images fabuleuses, qui nous entraîne dans un monde totalement onirique, cauchemardesque, c'est vrai. Il faut quand même, voilà, faut pas être midinette pour le lire, voilà. Mais il n'y a pas des descriptions sanglantes, donc tout est dit, mais c'est pas décrit de façon absolument glauque. Mais clairement, c'est un roman qui m'a beaucoup plu par son imaginaire, par sa qualité d'écriture également, par ses personnages qui sont souvent bébêtes. Là, faut le dire, ils sont souvent bébêtes, notamment tous les serviteurs du calife. Franchement, alors, on comprend. Il y a l'époque, le décalage, voilà, on comprend que bien, même si le calife, en gros, te sacrifier, bien, fallait l'accepter, quoi. Tu l'acceptais parce que ça venait du calife, quoi. Voilà, du commandeur des croyants, comme dirait effectivement Is No Good. Mais voilà, donc tu l'acceptes d'une certaine façon. Mais bon, parfois on sent quand même que c'est un peu poussé à l'extrême, quoi. Voilà, on sent que parfois les personnages agissent un petit peu bêtement. Même le calife lui-même, d'ailleurs, il agit parfois assez bêtement. Mais on l'accepte parce qu'on est dans un monde de contes et qu'il y a des choses parfois un peu fantastiques qui se passent dans les contes et que ça s'explique pas, voilà, il n'y a pas besoin de les expliquer. C'est comme ça, voilà. Il y a ce côté-là, dans cet esprit-là dans le conte, donc ça facilite un petit peu l'acceptabilité, on va dire, de certaines réactions étranges des protagonistes. Mais voilà, je recommande vraiment Vathek parce que c'est une curiosité d'abord, hein, une vraie curiosité du XVIIIe siècle. Un livre puissant, un livre avec un vrai souffle, écrit dans une langue telle que aujourd'hui on ne la retrouve plus chez nos auteurs, et c'est vraiment dommageable parce que c'est avec ce genre de livre qu'on devrait apprendre le français, quoi. On a vraiment le français là, c'est pas avec les Christine Angot, avec les Édouard Louis, même avec les Amélie Nothomb qu'on doit apprendre le français, c'est avec des auteurs comme ça qui sont anglais en plus, mais qui nous proposent une langue incroyable, avec une richesse de vocabulaire incroyable, des tournures de phrases telles qu'on n'en voit plus, et c'est bien regrettable. Donc voilà, lisez Vathek, vraiment c'est un roman qui va vous tirer de la mornitude du quotidien et qui va vous évader, voilà. Donc vraiment, il faut le lire, même s'il nous évade en enfer, c'est quand même une évasion. Voilà, donc voilà pour la petite présentation de Vathek. Donc vous retrouverez bien sûr le lien pour acheter le livre dans la description de la vidéo. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle chronique littéraire. À bientôt.